Série noire à la une. Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Série noire. C'est nouveau, ça vient de sortir, ça s'appelle Série noire à la une. C'est un podcast de Retro News, le site de presse de la BNF, et c'est un rendez-vous que vous aurez désormais en podcast tous les mois, et ça commence aujourd'hui. Comment la presse, depuis 3 siècles, a-t-elle rendu compte des crimes, des marges, des faits divers? Avec quels mots, quels débats, quels échos? En d'autres termes, comment a-t-on raconté le crime? Comment a-t-on désigné, décrit, construit parfois la part la plus sombre de la société, tout en faisant de la chronique judiciaire et des pages faits divers un genre en soi du journalisme moderne en construction? Voilà l'objet de cette collection de podcasts. Dans chaque épisode, nous nous arrêterons sur une figure de criminel, soit individuelle, soit collective, et nous inviterons parmi les plus grands spécialistes à nous en parler. Dans ce premier épisode, nous allons évoquer une meurtrière de 20 ans, une anarchiste qui voulait venger Jaurès. Il s'agit de Germaine Berton. Série noire à la une. De la pitié, au cours de l'interrogatoire, elle la repoussera sans cesse de toute sa volonté tendue, de tout son orgueil cabré. On sent pourtant dans la voix, dans le visage austère mais si plein de loyale bonté du président Pressart, dans son souci touchant de ne point ajouter aux lourdes charges qui pèsent sur ses frêles épaules, je ne sais quelle paternelle indulgence. Elle-même d'abord, aux premières questions, les paupières baissées, les 2 mains appuyées sur la barre, répond sagement. Oui, monsieur. Non, monsieur. Gentiment comme une fillette grondée par son professeur. Mais bientôt la voix devient plus aiguë, sèche, parfois fausse, toujours artificielle. Le sourire se crispe, les gestes se font durs, anguleux. Quand elle prononce cette phrase lamentable pourtant, « Depuis l'âge de 12 ans, je n'ai jamais reçu un baiser de ma mère. » On y sent plus de colère que de douleur. Elle se défend des accusations de paresse, de vol, de rupture violente avec divers des groupes auxquels elle appartient avec plus de rage que d'indignation. Ces vives et cinglantes réparties châtient tour à tour le président et les avocats de la partie civile. Quand on lui reproche d'avoir quêté des secours tantôt aux petites sœurs des pauvres, tantôt aux foyers protestants, elle riposte. Parfaitement. C'est une faiblesse et je la revendique. Lorsqu'on lui demande le récit du crime, un peu penché, fronçant parfois ses fins sourcils, appuyant sur certains mots, ponctuant ses paroles du geste sec de ses longues mains flexibles, elle n'a pas une hésitation, pas une défaillance. C'est en vain qu'on attend un cri, un élan, un sanglot jailli du tréfonds de l'être. On n'entend qu'une diatribe politique, assez habile d'ailleurs, avec des mots tranchants, des passages qui visent à l'éloquence, mais tout cela trop appris, trop composé, sans cette chaleur qui monte d'une conviction ardente et d'un cœur qui a souffert. Elle clame ces mots cruels chez un être jeune. Qui m'avait comprise? Qui m'avait aimée? Et personne ne pleure. Diable, du culot, murmure simplement quelqu'un. De la franchise aussi, et qui ne recule pas devant le mortel danger. Rejetée en arrière et dressée sur la pointe des pieds comme un petit serpent sur sa queue, elle crie de sa voix métallique. Je ne regrette pas d'avoir tué Marius Plateau. Mort, réclusion, je suis prête à tout. Un extrait du Petit Parisien du 19 décembre 1923 qu'on retrouve sur Retro News. Nous sommes avec Fanny Bugnon et Christian Delporte. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Nous allons évoquer avec vous deux Germaine Berton. Fanny Bugnon, vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Rennes 2. Vous avez publié Les Amazones de la terreur sur la violence politique des femmes de la fraction Armée Rouge à Action Directe. C'était en 2015 chez Payot et Rivage et vous avez écrit sur Germaine Berton. Vous avez notamment écrit Germaine Berton, une criminelle politique éclipsée, une étude qui était parue dans la revue Nouvelles Questions féministes en 2005. Christian Delporte, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes historien des médias, de l'image et de la communication politique et vous faites partie du comité d'orientation éditoriale de Retro News. Le fait que vous soyez à la fois spécialiste des médias et des questions politiques nous aidera évidemment doublement dans l'évocation de cette meurtrière. Germaine Berton, c'est un profil singulier en 1923, Fanny Bugnon. Elle apparaît, Germaine Berton, comme éminemment, en tout cas, à rebours de l'économie générale de la criminalité classique et notamment de la criminalité féminine. Effectivement, elle est d'ailleurs présentée dans la presse comme une nouveauté, le fait qu'une femme en France
commettent un assassinat politique est présentée comme une nouveauté. C'est pas forcément une nouveauté, mais elle est présentée comme telle. Oui, il y a un journal au moment de son crime qui dit ça c'est nouveau, voilà du nouveau, quelque chose comme ça. Mais il faut bien dire ce qui s'est passé. Germaine Berton a 20 ans, elle entre au début de l'année, je crois c'est en janvier 1923, dans les locaux de l'Action française, qui est à la fois un mouvement et une publication, un journal, et elle s'approche du secrétaire de la Ligue d'Action française, qui est l'organisation des militants de l'Action française, et c'est Marius Plateau. En fait, elle voulait atteindre Léon Daudet ou Charles Maurras, qui sont les deux figures comme ça de l'Action française, mais elle tue Marius Plateau. Il lui aurait fait une remarque sur les anarchistes qu'elle n'aurait pas supporté, et pan, voilà, on va dire ce qui s'est passé comme ça. Et elle a voulu aussi retourner le pistolet contre elle pour ne pas, a-t-elle dit, ne pas affronter la justice bourgeoise, qu'elle fera finalement, affronter la justice. L'Action française, peut-être qu'on peut en parler, Christian Delporte, c'est quoi à ce moment-là, en 1923, l'Action française? Alors c'est un journal, c'est le journal de Maurras. C'est un journal qui tire à peu près à 50 000 exemplaires. 50 000 exemplaires, c'est pas énorme. Mais d'abord, c'est tous les jours, c'est un quotidien. Tous les jours, oui, c'est un quotidien. 50 000 exemplaires, ça peut être considéré comme peu de choses, mais son influence va bien au-delà de cela, notamment grâce à la personnalité de son principal polémiste, pamphlétaire, Léon Daudet, qui est d'ailleurs aussi député de Paris, qui a une influence considérable sur le gouvernement. On est à l'époque du bloc national, donc c'est de la droite qui est au pouvoir, elle l'est justement jusqu'en l'arrivée du cartel des gauches, et on dit, et on a raison de le dire, que l'influence personnelle de Léon Daudet a permis le retour au pouvoir de Raymond Poincaré. Donc d'une certaine manière, il y a une sorte de débordement du gouvernement de droite vers l'extrême droite. Oui, parce que il faut bien le dire, l'Action française est monarchiste, antisémite, antimaçonnique, nationaliste. On est dans un moment de tension politique à ce moment-là? On est dans un grand moment de tension politique. C'est pas le pire. Ça va arriver. Ça va arriver lorsque la gauche va arriver au pouvoir. Parce qu'on a toujours tendance à croire que le climat, et on a raison de le dire, est extrêmement virulent, délétère, presque un climat de guerre civile au moment du Front populaire. Mais on a oublié les tensions extrêmement fortes du climat qui fait que la gauche arrive au pouvoir en 1924. Et cette tension-là, cette activité politique, dans ces années-là, et depuis un moment et encore pour un moment, mais ça passe par les journaux. Un journal est partisan forcément? Oui et non. C'est-à-dire que les plus grands journaux de l'époque sont des journaux de grande information, comme Le Petit Parisien, Le Matin, Le Journal, Le Petit Journal. Il n'empêche qu'il y a une très importante presse d'opinion. C'est une époque où on achète beaucoup les journaux. Donc on peut acheter à la fois un journal d'information et un journal politique. À gauche, l'Œuvre, l'Humanité, le Populaire, à droite, le Figaro, la Croix, l'Écho de Paris ou l'Action française. Ça signifie que chacun peut faire son propre débat, confronté sur des faits d'actualité, les avis des uns et des autres. Ça se fait, ça? Or, ça se fait pas vraiment. Mais ce qui est vrai, c'est que l'on dévore la presse à cette époque-là. Il faut bien comprendre aujourd'hui qu'un grand journal, c'est 300 000 exemplaires. À cette époque-là, Le Petit Parisien, et encore on est en crise, après la Première Guerre mondiale, c'est 1 million d'exemplaires. Et même la presse d'opinion, c'est parfois 100 000 exemplaires. Ce sont des chiffres incroyables. Et pourtant, cette presse a bien du mal à sortir de la Première Guerre mondiale, parce qu'on est dans une situation où, jusqu'en 1914, la presse était dans une position de conquête du lectorat, alors que après la Première Guerre mondiale, tout le monde lisant le quotidien, on est dans une force concurrentielle très forte. Et concourt à cette concurrence précisément le fait divers, parce que c'est de l'émotion et parce que ça plaît au public. Oui, parce que effectivement, à la fois le crime de Germaine Berton, l'enquête autour du crime, puis à la fin de l'année 1923, le procès lui-même, vont faire de longs articles et il va y avoir une véritable chronique autour de Germaine Berton dans différents journaux. Le procès déchaîne les passions, pas seulement dans les journaux, mais la salle elle-même du procès est régulièrement pleine à craquer. Germaine Berton
est anarchiste, Fanny Bugnon. Elle-même, elle écrit, elle gravite autour du journal Le Libertaire, elle a publié. Oui, Germaine Berton, malgré son jeune âge, elle apparaît un peu comme ces nouvelles classes dangereuses. Elle est née à Tours, elle est montée à Paris, elle a 20 ans à ce moment-là. Elle a gravité dans les milieux anarchistes individualistes. C'est important d'être sur ce périmètre des anarchistes. C'est les nouveaux anarchistes de l'époque, c'est ça? C'est plus les anarchistes de 1900. Voilà, c'est ça. On n'est plus dans la bande à Bono, entre guillemets. On est sur une approche. La révolution ici et maintenant, on la vit dans son quotidien. Donc on est sur une nébuleuse. Elle gravite effectivement autour du journal Le Libertaire, donc qui est aussi le journal d'opinion qui à l'époque a ses locaux dans le 18e arrondissement de Paris, et elle a eu une proximité familiale via son père avec des engagements syndicaux dont elle explique s'inscrire dans son héritage paternel, et en repoussant d'ailleurs la figure maternelle par la même occasion. Mais en tout cas, ce qui est majeur avec l'affaire, qui du coup est une chronique tout au long de l'année 1923, vous l'avez rappelé, c'est qu'elle va mobiliser au-delà en fait des camps politiques stricts de l'Action française et des anarchistes, ce qu'expliquait très bien Christian Delporte. On est sur une extension du domaine de la droite entre guillemets, et c'est le cas aussi du côté des partisans de Germaine Berton, qui vont se trouver bien au-delà du cercle extrêmement restreint que représentent les militants anarchistes individualistes. Et parce qu'elle a réveillé quelque chose avec ce crime-là, pour pouvoir convaincre, au-delà, elle a quand même tué, c'est elle qui a tué Marius Plateau, elle a réveillé quelque chose pour pouvoir convaincre au-delà de son propre camp, ou des gens du camp dont elle se revendique. Germaine Berton, d'abord, elle revendique son crime, elle ne s'en cache pas, elle ne cherche pas à faire porter la responsabilité à quelqu'un d'autre, elle assume pleinement la responsabilité, et elle explique pourquoi elle a abattu Marius Plateau, après avoir effectivement dans un premier temps cherché à atteindre Léon Daudet ou Charles Maurras. Elle explique en fait que elle veut venger Jaurès, dont l'assassin Raoul Villain a été acquitté par ailleurs en 1919. Elle affirme en tout cas cette dimension-là, et cette responsabilité en fait va être mise en débat au moment de l'affaire et de son instruction, mais aussi surtout au moment du procès, qui va donner lieu en fait à un affrontement partisan très fort, avec du côté de l'Action française de considérer que Germaine Berton a été utilisée, manipulée par ce que l'Action française appelle une conjuration germano-révolutionnaire, un complot contre la patrie au service de l'Allemagne, au service des soviets, dans lequel Germaine Berton n'aurait été qu'une petite main finalement. Et puis du côté des anarchistes, mais aussi plus largement du camp républicain, on considère que c'est l'Action française en fait qui est responsable du geste de Germaine Berton, en ayant entretenu un climat de violence, en faisant le lien donc avec la mort de Jean Jaurès, et dont Germaine Berton finalement apparaît comme une forme de martyr de la paix et de la République, ce qui est assez amusant pour une anarchiste. Mais est-ce que d'une certaine manière, Fanny Bugnon, cette manière d'analyser de part et d'autre le crime de Germaine Berton est pas une manière de la déresponsabiliser, au sens où, en tout cas, de considérer qu'elle est manipulée d'une manière ou d'une autre, et qu'elle ne peut pas revendiquer en tant que telle son crime? Est-ce que le fait aussi que ce soit une femme, une jeune femme et une anarchiste, est-ce que c'est pas une manière de limiter la portée politique de son crime qu'elle revendique, comme vous l'avez dit vous-même? En tout cas, ce qui est certain, c'est que du côté de ses partisans comme du côté de ses détracteurs, mobilisent des stéréotypes qui visent à la déresponsabiliser, et surtout à naturaliser en quelque sorte son geste. Pour ses partisans qui vont au-delà des anarchistes, elle est une bonne camarade, une jeune femme fière, douce, victime de l'Action française, une gosse de 20 ans, c'est les termes qui reviennent dans les colonnes du Libertaire. La grande journaliste Séverine aussi, qui couvre le procès, indique qu'elle a été abandonnée par sa mère, et donc se demande mais en fait finalement où est sa mère dans ce procès? C'est peut-être elle aussi qui a une responsabilité. Donc on évacue entre guillemets la capacité d'agir pleine et entière de Germaine Berton en ce sens, parce que c'est pas du tout ce que Germaine Berton dit. Elle n'est pas du tout elle sur ce créneau-là. Et puis elle a un avocat aussi qui est une figure du barreau, qui est Maître Henri Torres, qui aussi politise au-delà du geste individuel de Germaine Berton. Et du côté de ses détracteurs, du côté de l'Action française, on reprend aussi des stéréotypes, mais là plutôt sur le mode de la stigmatisation d'une femme déviante, dont la moralité est mise en cause. Alors c'est pas quelque chose qui est spécifique à Germaine Berton, c'est quelque chose qu'on retrouve classiquement dans le traitement des femmes révolutionnaires, notamment par exemple des nihilistes russes, où on lie une perversion morale ou une dérégulation morale à un engagement politique jugé déviant qui conduirait vers la perversion. Donc sur les plans des mœurs, Germaine Berton aurait eu de multiples partenaires sexuels, et donc à ce titre ça serait une faute, et qui permettrait d'expliquer aussi le dévoiement politique et meurtrier dans lequel elle s'est engagée. Elle aurait peut-être avorté, elle aurait peut-être eu aussi des
les relations lesbiennes. Enfin, en tout cas, on a aussi ce registre-là de la moralité qui est mobilisé de manière différente, mais même type de registre par ses partisans et par ses détracteurs. Il faut voir qu'on est dans un contexte aussi en 1923 où, au sortir de la Première Guerre mondiale, on a une réaffirmation d'un ordre moral sexuel extrêmement forte, notamment sur les questions de sexualité pour les femmes en particulier, avec une criminalisation d'abord sur le plan des assises en 1920, puis ensuite correctionnisée en 1923, donc qui condamne de manière extrêmement forte ce qu'on appelle donc l'avortement, mais aussi la propagande anticonceptionnelle, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui, en termes plus contemporains, la contraception. Et cette propagande anticonceptionnelle, elle est notamment pratiquée par des militants anarchistes, des militants socialistes ou des militants pacifistes. Donc en plus, on a du côté de l'espace politique, de l'identité politique de Germaine Berton, quelque chose qui touche aussi à la remise en cause de cet ordre moral et sexuel extrêmement rigide. Et le verdict aussi va aller dans le sens de la dépossession entre guillemets de Germaine Berton de son texte, en tout cas d'atténuer le caractère politique qu'elle porte en tant qu'individu. Alors pour l'Action française, cet acquittement, c'est une infamie, c'est la preuve que la République est complice et dévoyée, donc on n'a pas de surprise sur le plan du registre argumentatif qui est mobilisé par l'Action française. Et du côté des anarchistes et des républicains même, finalement, c'est une justice qui est rendue, et c'est d'ailleurs ce que disait Maître Torres dans sa plaidoirie de la défense. Il disait: vous acquitterez Germaine Berton pour qu'elle aille rejoindre Raoul Villain dans l'indifférence et dans l'oubli. Donc il y a cette idée aussi une volonté de prendre, en tout cas de demander un verdict d'acquittement qui serait un verdict d'apaisement et qui permettrait en gros de neutraliser le déséquilibre induit par l'acquittement. Alors, description de Germaine Berton dans Excelsior. Alors, avant le verdict, il y a eu l'enquête. Excelsior, cette description, c'est le 17 février 1923. Monsieur Devise, juge d'instruction, a procédé hier au premier interrogatoire de Germaine Berton, la meurtrière de Marius Plateau. Grande, mince, brune, la face osseuse et volontaire sous ses cheveux sombres, coupés à la Ninon, vêtue d'un corsage rouge et d'une jupe et d'un manteau gris, Germaine Berton s'avance à pas menus mais décidés et sans le moindre trouble fait face à l'armée compacte des photographes. Assistée de son défenseur maître Henri Torres, Germaine Berton a très nettement tenu à préciser d'abord les déclarations qu'elle fit alors que grièvement blessée, elle était en danger de mort. À ce sujet, elle a protesté contre une phrase du procès-verbal du commissaire de police, la représentant comme récitant ses réponses. Et puis dans le Libertaire, au même moment, donc là c'est le journal dont Germaine Berton était proche, il y a une description un peu, on va dire lyrique, un texte lyrique qui la présente comme une sorte de sainte laïque, relativement à l'opposé de la sécheresse militante qui est décrite par ailleurs, d'une certaine manière pour lui rendre une douceur féminine, on va dire, faisons-la connaître et aimer, Germaine Berton, faisons-la connaître et aimer. C'est dans cet article du Libertaire qu'on peut lire aussi sur Retro News, et il correspond aussi à ce que vous disiez, Fanny Bugnon. Christian Delporte, sur cette question de l'ordre moral, du retour de l'ordre moral à cette époque, est-ce que la presse s'en fait, on va dire, l'aide, le soutien de ce retour à l'ordre moral? Est-ce que c'est présent aussi? C'est le climat général en France depuis 1919 et la presse reflète ce que pense la société à un moment donné. Il n'y a pas d'écart considérable de ce point de vue-là. Sur le Petit Parisien, le journal, le matin, le Petit Journal disent à peu près la même chose. Alors ce ne sont pas des journaux politiques, mais ils sont toujours dans le sens du vent, d'une certaine manière, ce qui leur permet de tenir. Donc il n'y a pas de ce point de vue-là une critique particulièrement forte, sauf dans les journaux socialistes ou communistes. Hein. Ce qui frappe évidemment quand on a le regard de 2020 à la lecture des articles, encore une fois, de ce vrai feuilleton Germaine Berton tout au long de l'année 1923, de janvier à décembre, c'est non seulement la longueur, mais le ton des articles. On est dans une forme, je disais, de lyrisme, quelque chose assez littéraire. Est-ce que on est dans la construction d'un journalisme moderne? On est dans quel moment de cette construction du journalisme en France, Christian Delporte? D'abord, il faut savoir que les articles sont pas signés, donc il est très difficile de savoir à qui les attribuer, mais il y a effectivement une forme de lyrisme. Le journalisme à cette époque-là, c'est de l'écriture, c'est essentiellement de l'écriture, c'est très peu d'informations. Et un bon journaliste, c'est celui qui sait écrire, et c'est comme ça finalement depuis le XVIIIe siècle. Vous pouvez passer d'un journal à l'autre, vous aurez un petit peu de mal à identifier le journal à travers l'article du journaliste, parce qu'ils écrivent tous de la même façon, et ils écrivent à peu près tous la même chose. Avec toujours, alors là c'est un peu particulier parce que c'est un crime politique, mais toujours avec une sorte de leçon de morale.
du fait divers doit sortir une morale républicaine, une morale chrétienne, une morale... Bon, mais d'abord, le fait divers, ça sert à, et on le voit très bien d'ailleurs dans les comptes rendus de procès, ça sert à montrer le monstre. De ce monstre doit sortir une critique morale pour l'ensemble de la société. Ce qu'on constate aussi, c'est que ça feuilletonne volontiers. C'est-à-dire qu'on est dans l'idée de fidéliser le lecteur, de le tenir en haleine. Ah ouais, c'est comme ça depuis l'affaire Troppmann, 1869, dans le Petit Journal. C'est-à-dire que l'avantage du fait divers, c'est qu'il y a toujours des rebondissements. Donc on peut effectivement feuilletonner, et c'est pourquoi c'est un outil concurrentiel tout à fait intéressant. Et le procès de Germaine Berton fait quand même, faut pas l'oublier, les unes des journaux, de tous les journaux. Tout le procès est couvert dans le moindre détail. Mais d'autant que c'est un crime couvert par la presse, mais qui s'est déroulé, encore une fois, au sein d'un journal. C'est assez étonnant à quel point la presse est au cœur de... Enfin, c'est la prise de parole, c'est la prise de parole politique, mais c'est au cœur de l'affaire Germaine Berton. C'est vraiment une histoire de presse. Oui, enfin, c'est pas ressenti comme une agression de la presse, hein. C'est ressenti d'abord comme un crime qui concerne essentiellement un groupement politique qui est l'Action française. Parce que l'Action française, évidemment, c'est un journal, mais c'est d'abord un groupement politique. Mais ce qui se passe, c'est quand Marius Plateau est tué par Germaine Berton, dans la foulée, les troupes de l'Action française, les Camelots du Roi, vont mettre à sac d'autres journaux, comme l'Œuvre de mémoire. Oui, ils sont redoutables, les Camelots du Roi, hein. Ils terrorisent le quartier de la Sorbonne, et ils peuvent effectivement débarquer dans des journaux ou dans des locaux de partis politiques, et la plupart du temps, ils sont pas inquiétés, surtout en cette période. Fanny Bugnon, Germaine Berton, et donc le verdict tombe en décembre 1923, elle est acquittée. Elle est acquittée, il faut dire que dans la partie civile en face, enfin l'avocat général à ses côtés avait la veuve de Marius Plateau. Elle est acquittée, et qu'est-ce qui se passe après ? Pas grand-chose en fait. Cette figure-là a disparu assez rapidement des radars, même de l'anarchisme. On pourrait dire que ce qu'avait demandé Maître Torres, finalement, c'est produit, puisque Germaine Berton, en fait, elle va par la suite, dans les mois qui suivent, dans les 2 ans qui suivent, donner quelques conférences. Elle va être arrêtée notamment suite à une conférence qu'elle donne à Bordeaux. Et puis ensuite, on perd un peu sa trace. Alors, visiblement, elle aurait tenté de se suicider à plusieurs reprises. Sa santé mentale est mise en cause. Donc, il se passe aussi ce qu'avaient dénoncé, entre guillemets, les surréalistes, qui, eux, vont faire de Germaine Berton une forme d'icône et vont contribuer à diffuser, entre guillemets, son histoire et sa postérité. Dans le premier numéro de la Révolution surréaliste qui paraît en 1924, il y a un photomontage avec au centre le portrait de Germaine Berton, et puis Aragon dédie un poème à Germaine Berton, donc voilà, pour dénoncer aussi l'oubli qui risque de la concerner. Donc c'est effectivement ce qui va se passer. L'une des raisons peut-être aussi pour comprendre les causes de sa disparition, entre guillemets, ou en tout cas sa mise en silence et son éclipse relative. Certes, c'est une femme, elle est mineure, c'est surtout une anarchiste, et de ce point de vue-là, c'est quand même quelque chose d'extrêmement minoritaire et qui a peu bonne presse. Et puis aussi, elle apparaît comme une femme moderne, en tout cas cette figure de la femme moderne qui est incarnée par la garçonne dans ces années 1920, mais elle est aussi mise en accusation. Il y a beaucoup de commentaires autour de son apparence physique. Alors elle porte les cheveux au carré, à la Ninon, voilà. Alors et à la garçonne aussi. Enfin voilà, ses cheveux courts. On a toute une série de croquis d'audience qui ont été réalisés et publiés récemment d'ailleurs par le service des archives de Paris. Donc il y a voilà cette idée d'une vierge noire pour l'Action française, d'une garçonne qui incarne qui fait peur, moderne en quelque sorte, voilà, parce que ce qu'on reproche enfin ce qui est reproché par les détracteurs des garçonnes dans ces années 20, c'est de troubler le genre entre guillemets, et donc de ce point de vue-là, Germaine Berton elle a une dimension quand même supplémentaire et autrement plus inquiétante, c'est qu'elle est une criminelle et qu'elle est dans une posture politique. Alors
ça va être l'occasion aussi pour les détracteurs des féministes de la première vague de le mettre en accusation, alors que Germaine Berton, elle, ne s'en réclame absolument pas, mais Séverine, qui est une journaliste importante et une figure aussi du féminisme de la première vague, en couvrant son procès, va aussi mettre des distances entre Germaine Berton et les mouvements féministes de la première vague. Donc finalement, elle était tellement marginale à plusieurs niveaux que il était difficile pour elle de devenir autre chose que ce qu'elle était, c'est-à-dire une femme de milieu populaire qui est retournée à l'anonymat après avoir été sous le feu des projecteurs, entre guillemets, au cours de cette année. Oui, en fin d'année 1923, le 29 décembre, dans Le Matin, Colette, la romancière Colette, tient une chronique, le journal de Colette, et voilà comment elle le décrit alors que Germaine Berton vient d'être acquittée. La voilà libre. Libre de cheminer désormais à côté d'un compagnon qu'elle a choisi. Hélas, elle n'avait pas pensé à cela. Vivant, elle pouvait l'exécrer. Que faire contre un mort ? Il lui appartient, elle en a la charge. Avant qu'elle ne l'accaparât, il s'appelait, comment donc déjà ? Le nom terrestre n'importe guère non plus. Il s'appelle celui qui vivait, qu'elle a tué, et à qui elle ne peut rendre la vie. En vérité, je souhaite que cette jeune fille acquittée ne perde jamais la force qui serre ses lèvres et redresse sa mince et fringante échine. Qu'elle ne soit jamais une pauvre enfant épouvantée, consciente, qui suppliera parmi ses larmes. Oh, qu'il vive encore, qu'il se lève enfin de cette posture couchée et rigide, que j'entende encore le son injurieux de sa voix. Une sorte d'hommage un peu paradoxal, mais finalement assez prémonitoire, puisque effectivement ce mort d'une certaine manière va l'accompagner. On peut l'imaginer, Germaine Berton est morte en 1942, elle s'est suicidée 4 jours après la mort de Léon Daudet qu'elle visait à travers son crime. Et donc on a dit, elle n'avait plus vraiment beaucoup de vie politique depuis peu après son crime, depuis 1925. Merci à tous les deux, Fanny Bugnon et Christian Delporte, d'avoir ouvert le bal de ces séries noires à la une. On se quitte donc après ce premier numéro. C'est un podcast de Retro News, le site de presse de la BNF. Ce podcast est préparé par Clémence Marie avec l'aide de toute l'équipe de Retro News, Étienne Manchette, Julie Duruflet, Julien Morel, Thomas Baumgartner au micro. On se retrouve dans un mois sur toutes les plateformes et sur retronews.fr pour plonger dans l'histoire de la presse avec une autre série noire à la une. Le mois prochain, nous parlerons des Apaches. Série noire à la une.